Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous faisons cette petite vidéo pour vous remercier pour les 800 abonnés que vous nous avez donnés. On a été un peu surpris, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite et on est assez content. L'extrait vidéo que vous allez voir est un morceau de notre réunion annuelle. Et dans cet extrait, la thématique principale est l'intelligence artificielle, qui est une thématique qui a beaucoup touché cette année 2023. Avant de vous lancer dans la vidéo, nous tenons encore une fois à vous remercier pour tous ces abonnements, ça nous encourage beaucoup à travailler et à pouvoir produire du contenu. Et si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, allez voir, on a plein de vidéos super intéressantes. Et si la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Comme on l'a dit avant, ça nous aide beaucoup à progresser. Et maintenant, je vous laisse profiter de la vidéo. Sur ce, let's go. On commence un petit peu. Ouais, alors le premier point, donc c'est sur les AI, du coup, cette année c'était la grande hype, surtout depuis l'arrivée de ChatGPT, qui est en fait l'outil dont tout le monde parle, même les non-programmeurs. Et on peut commencer à parler sur ça. Est-ce que vous avez déjà quelque chose à dire dessus, sur ce développement de cette AI et Il y a peut-être un message à donner? surtout les non-développeurs. On va se faire remplacer. Le grand remplacement. Oui, en fait, je voulais dire que justement, à ce sujet-là, j'ai vraiment trouvé ça très bizarre, cette démence qu'il y a eu au départ de certaines personnes de dire, ah mais on va remplacer les programmeurs, etc. Alors qu'à l'époque, ChatGPT n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Il faisait énormément de fautes, il y avait des trucs qui jouaient pas, etc. Et j'ai même vu en fait pas mal de youtubeurs qui disaient, ah tiens non, mais oh non, regardez ce que ça donne. Oh, il peut déjà coder, etc. Il va nous remplacer, etc. Donc, désabonner et disliker les 10 dernières vidéos et me déconnecter. Mais juste pour dire que j'ai trouvé ça un peu irresponsable de leur part juste de surfer sur cette trend juste pour avoir des vues, peut-être, ou peut-être qu'ils n'ont pas fait attention ou pas fait assez de recherche. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez dommage, quoi. Après, c'est vrai que ça vient surtout de deux cas. Donc, d'un premier cas, c'est l'ignorance de, de l'IA, finalement, ce que peut faire ou ce qui est capable de faire une IA, parce que on est bien d'accord qu'il n'y a pas la moitié de la population qui sait ce que fait l'algorithme de ChatGPT. Très peu même arrivent à faire un lien entre les large language models et ChatGPT, ou même juste faire la différence entre ChatGPT et le moteur GPT. Et bien évidemment, il y a aussi, je pense, pas mal d'ignorants aussi sur le domaine. C'est-à-dire que peut-être que pour eux, faire la programmation, c'est écrire deux, trois boucles et écrire deux, trois fonctions, et donc ça s'arrête à là. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir ce type d'incompréhension. Bien sûr, il y a aussi des youtubeurs qui sont là pour faire du sensationnalisme. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre plutôt les gens par l'émotion pour gagner des vues. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est ce que je trouve assez marrant, parce que c'est les algorithmes qui contrôlent et c'est nous qui suivons les algorithmes comme des machines. Donc les algorithmes deviennent plus humains et nous devenons plus machines. Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien de parler, enfin, évidemment, il va y avoir du clickbait et évidemment, il y en a eu, ça m'étonne pas et, et c'est la vie, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne à l'inverse, c'était comment les gens l'avaient prédit, en fait, ce truc-là. Et par exemple, si vous connaissez Numberphile sur YouTube, je sais pas, ou Computerphile, ouais, toi tu vois aussi en bas, c'est un channel que je recommande énormément. Enfin, c'est un groupe de channels. Numberphile, c'est sur les maths, Computerphile, c'est sur le computer science, quoi. Et donc, Computerphile, en fait, ça doit être, je sais pas, en 2018, je crois, genre c'était avant Covid, que je regardais déjà une vidéo sur les Transformers, quoi, et la partie T de GPT, General Purpose Transformers. Et déjà, il y a des gars qui étaient là sur YouTube avec des millions de vues, qui étaient là, genre, les gars, c'est le bordel, enfin, qui étaient là, genre, c'est super cool, tu vois. Ils montraient déjà des textes, quoi, d'articles scientifiques créés par les Transformers. À l'époque, ils avaient même pas GPT, quoi. Euh, et que c'était déjà fou furieux pour eux. Et ce que je me rappelle toujours, c'est que, et je vous renverrai la vidéo en plus, c'est que le gars, il montre que, genre, chaque année, en fait, doublait leur nombre de paramètres, en fait, dans le modèle, quoi. Parce qu'ils avaient accès, en fait, à des GPU plus gros et puis à des infrastructures plus grosses, quoi. Et à chaque fois, ils triplaient ou ils quadruplaient, en fait, c'était dans un exponentiel de ouf, leurs résultats, en fait, par rapport au modèle, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait la plupart des technos, ou la plupart des modèles ou des différentes infos qu'ils avaient, en fait, elles bloquaient super vite, en fait, et que tu pouvais, genre, rajouter des paramètres, et le truc, il plateauait, en fait, et t'avais plus beaucoup de performance, en fait, que tu overfitais super vite, en fait, quoi. Et là, en fait, ça faisait genre trois quatre répétitions ou trois quatre années qu'ils doublaient le modèle, tout simplement sans rien changer à la techno, et que le truc, il montait
Du coup, il arrivait jamais à un plateau, quoi. Et le gars, il était là déjà en 2018 à dire genre, c'est flippant, genre, personne ne sait où ça s'arrête, quoi. Et là, jusqu'à GPT-4, je crois qu'ils ont encore la courbe qui est en train d'augmenter, quoi. Du coup, techniquement, ils changent des trucs en plus au modèle, en plus maintenant, pour essayer d'optimiser leur code, quoi. Mais en fait, ils peuvent juste doubler les paramètres et exponentiellement améliorer leur modèle, quoi. Du coup, pour l'instant, le seul rétention qu'ils ont, c'est de l'infrastructure, du coût et enfin des trucs entre guillemets non scientifiques, quoi, enfin, non computer, qui sont vraiment liés au marketing, au marché, quoi. Et ça fait flipper. Et ça, j'entends vraiment très peu de youtubeurs, très peu de vulgarisateurs qui parlent de ça, quoi. Et je pense que c'est un truc que je vais mettre le point dessus, quoi, et que j'aime bien discuter, quoi. Voilà pour la parenthèse. Voilà un youtubeur responsable. Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis dans ce domaine-là. C'est parce que, bon, après, dans les études qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, c'est que, en fait, on a on va dire deux extrêmes. Parce qu'on nous a appris, comme par exemple, des premiers modèles qui sont plutôt des modèles experts, où en fait, c'est nous-mêmes qui devons créer des règles, créer des infrastructures dessus. Bon, après, maintenant, il y a eu, ce qui concerne le machine learning qui entre dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que maintenant, dans le machine learning, les gens sont plutôt intéressés par les réseaux de neurones. Après, dans les réseaux de neurones, ils sont allés dans le deep learning. Et après, dans le deep learning, on dirait que c'est les transformers. Donc, je sais pas encore jusqu'où on va aller avec ça. Ouais. Mais du coup, oui, c'est l'un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut très facilement en fait prendre un modèle en prenant un réseau de neurones qui a des milliers de paramètres, des milliards de layers différents et le laisser faire sa cuisine et il sera efficace. Par contre, le problème c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça marche et pour comprendre ou même je vous donnerais le défi de pouvoir débugger un de ces types de systèmes, ça marcherait pas. C'est pour ça que là, les Transformers sont quand même une idée un peu plus spécifique parce qu'on essaie quand même de donner un sens à chaque manipulation, à chaque transformation. Donc c'est quand même quelque chose de bien réfléchi, de bien rodé pour qu'on soit capable de pouvoir comprendre ce qui se passe, pour éviter que finalement on puisse créer quelque chose d'ultra intelligent mais qu'on comprenne rien de comment ça fonctionne. Donc c'est justement l'aspect qu'on peut avoir pour le contrôle. Et heureusement, il n'y a pas encore de personnes qui ont des machines très puissantes pour faire fonctionner un de ces appareils dangereux, on devrait dire, dangereux. Et je vais rajouter un dernier truc aussi que j'avais appris pour mon doctorat, parce que moi j'étais en train de travailler sur le reinforcement learning, en fait, qui est voilà, une des techniques de deep learning, en fait, les plus basiques, en fait, les plus sensibles. Mais nous, on voulait les appliquer, en fait, à la neuroscience, en fait, de comment on pouvait créer un modèle qui matchait à peu près les réseaux de neurones physiques qu'on étudiait, en fait, dans le cerveau, quoi. Et du coup, c'est un peu l'idée inverse, en fait. Nous, on voulait matcher les maths à la neurophysio ou à la physique réelle, quoi. Et du coup, dans nos modèles, ce qu'on étudiait énormément, c'était l'attention, en fait, enfin, l'attention visuelle, en fait, que un neurone, il avait par rapport à quel point il se fatiguait ou à quel point il se souvenait d'une feature ou d'une catégorie ou de quoi que ce soit, quoi. Et du coup, genre, ils ont bossé là-dessus. Et il y a un gars de ouf de ce domaine, en fait, qui en avait marre de l'institution et qui est parti chez Google à la base et après qui a fini chez Microsoft. Et du coup, qui a juste, genre, mis en place ça, en fait, dans les algos, en fait, enfin, dans la sémantique et dans les LLM et dans le deep learning. Et tout ce il a créé, il faudra que je vous montre l'article, mais c'est juste genre Attention is key, c'est le nom de l'article, quoi. Et en fait, tout ce qui a révolutionné, en fait, toute cette révolution d'IA et de LLM, en fait, c'est juste qu'ils se sont rendus compte que en focusant sur le nombre de tokens, on peut aussi appeler de mots, mais bon, on va dire le nombre de mots que retient le modèle, il a une meilleure performance en fait à prédire les mots prochains, quoi. Et tout ça, ça a créé, c'est genre la base totale de tout ce qu'on a en train de vivre en fait avec les LLM, qui est sur un petit principe de la cognition humaine, quoi. Enfin, c'est genre vraiment un sous-domaine de sous-domaine de sous-domaine de la neuroscience, quoi. Et ils ont réussi déjà à mettre ça en place et ils ont littéralement disturb tout le monde, quoi. Du coup, ça aussi, moi, c'est ça aussi qui m'impressionne et qui me fait flipper dans les deux sens. C'est que, genre, c'est minuscule en termes d'arrivée à l'IA générale, quoi. Mais l'impact que ça a eu de mettre juste une cognition, enfin une feature très importante du cerveau humain à genre exploser en fait le niveau des modèles d'IA, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose encore sur l'IA en général, à quel point ça les énerve ou à quel point ça a changé leur boulot aussi?
Je sais pas. Ouais, moi j'ai peut-être deux trucs à ajouter. Enfin, un premier élément en fait, c'est sur les différents modèles qu'on a à disposition. Et le deuxième aussi commence à changer de boulot, mais surtout dans le boulot de l'enseignement, parce que c'est probablement l'un des endroits où ça a eu l'un des plus gros impacts. En fait, en ce qui concernait les modèles, j'étais assez surpris de voir déjà que notre vidéo qu'on a faite sur Bing AI, qui maintenant dépasse bientôt les 4000 vues, bien, qui ait autant d'intérêt en fait pour ces alternatives-là, alors que pendant un moment on parlait que de chat GPT, etc., et que de ça en fait. Et ouais, j'ai juste trouvé bizarre de retrouver quand même aussi dans le domaine de l'IA quand même cette espèce de centralité sur, enfin, sur certains modèles qui sont plus populaires que d'autres, alors qu'il y a beaucoup plus de choix disponibles, et sans même parler par exemple de Bard ou de Bing AI, parler aussi d'autres modèles qui ont été réentraînés sur des cas spécifiques et qui servent par exemple à pouvoir lire des PDF, à pouvoir aussi gérer des images vidéo, etc. Maintenant, on a une explosion de disponibilité d'éléments sur les AI qui sont vraiment spécialisés sur certains domaines. Et ensuite, le deuxième point, en fait, sur l'éducation, oui, j'ai regardé aussi des documentaires sur comment, en fait, ces nouvelles technologies ont changé l'éducation, parce que maintenant, enfin, avant l'éducation, et je pense que l'éducation qu'on a tous vécue, c'était vraiment basé sur ok, faut apprendre par cœur telle chose, faut savoir telle chose, telle chose, telle chose. Et pour faire un retour en arrière, quand il y avait eu Google, Wikipédia qui était disponible, on disait ah mais non, mais maintenant les jeunes ils vont jamais rien apprendre, ils vont jamais travailler. Et maintenant bon, on a littéralement quelqu'un qui nous donne la réponse et qui peut nous corriger sur un navigateur, donc c'est encore pire qu'avant. Donc je me demande comment ces personnes pensent en ce moment-là. Juste de manière générale, maintenant je pense que beaucoup de personnes ont mal pris en fait l'arrivée de ces modèles. Alors que il y a du bon aussi dans l'arrivée de ces modèles. En se disant, ah mais non, maintenant il faut que je change toute ma manière de faire mes cours, etc. Où ils ne savaient pas du tout comment faire les cours, où ils pensaient même à revenir à des modèles papier-crayon. Ne faites jamais ça. Du coup, en fait, oui, le but c'était vraiment de bloquer le plus possible les élèves, mais aussi les universités. On a aussi des manières très différentes. À l'université de Genève, la manière dont on gère ça, c'est que tout le monde peut utiliser les AI, soyez libre de vous en servir comme vous avez envie pour votre recherche, etc. Alors par exemple dans l'université de Fribourg, ils disent c'est interdit de les utiliser, et si jamais vous les utilisez, vous êtes obligé de mettre dans votre recherche que vous avez utilisé ce genre d'outils et signer un contrat pour dire que c'est le genre de choses que vous utilisez. Donc je trouve ça assez très intéressant de voir la manière dont les gens changent les choses, et il y a des professeurs par exemple qui ont très bien pris les choses en disant bon top, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'enseigner cette partie du cours, parce que au final, vu qu'ils ont plus besoin de le retenir par cœur, mais qu'ils peuvent demander à ChatGPT, autant qu'ils puissent travailler avec. Et du coup, certains se sont dit, bon, on va changer en fait la manière d'enseigner, et plutôt que réfléchir sur l'acquisition des connaissances qu'ils devront tôt ou tard devoir faire, mais qu'on peut plus vraiment tester sans savoir si ils se sont aidés de l'intelligence artificielle, bien ils se sont dit bon autant travailler sur la réflexion et sur certaines choses qu'on peut faire avec. Comme par exemple, moi je vais prendre un exemple de R sur ggplot2 par exemple. On peut très bien demander, qui est une librairie pour faire de la visualisation, des graphiques, etc. On peut très bien demander à ChatGPT de nous sortir un graphique basique et très simple. Mais par contre, quand on va commencer à lui demander des choses un peu plus particulières, comment je vais faire cette ligne, comment je dois faire tel type de choses, etc. Faut savoir en fait lui expliquer ce qu'on veut, mais il faut aussi comprendre le package en tant que tel pour qu'on ait des idées. Et en fait, c'est plutôt un travail de réflexif qui va amener en fait en quelque sorte à maîtriser certaines choses. Ce qu'en fait on faisait à l'époque avec Stack Overflow, chercher sur internet et passer des heures dessus. Là cette fois on peut juste le faire en discutant avec ChatGPT. Mais de l'autre côté, je trouve que ça peut être assez dangereux parce que ça peut pousser certaines personnes à se dire premier problème, direct ChatGPT, et sans jamais réfléchir, se dire il pourra toujours me répondre, parce que à l'époque, si on avait un pote qui était là pour nous aider, qui était plus avancé, c'est assez simple, on lui demande, mais au bout d'un moment on va s'arrêter parce que humainement on se dit que il va commencer à nous détester et qu'il y a une certaine limite à certaines choses qu'on peut lui demander. ChatGPT, on peut lui demander toute la nuit, il va jamais se plaindre, etc. Donc il y a ces deux facettes qui sont assez intéressantes à noter. Le fait que certaines personnes, des professeurs, savent s'adapter et d'autres non. Et le fait qu'en fait, ces éléments-là peuvent nous permettre de pouvoir tester, travailler d'autres choses, des capacités en fait réflexives et de recherche d'informations, plutôt que juste de l'apprentissage bête. Mais au final, cet apprentissage bête, il faudra que les gens le fassent. Si je passe toute ma vie à travailler avec ChatGPT, je pense pas que je maîtriserai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Après, je sais pas votre avis sur ça, mais c'est mon idée. Vu que je suis un peu dans la formation aussi, donc je peux donner un peu mon expérience et mon avis. Et c'est vrai, donc ce que tu as dit, c'est littéralement dedans.
Donc chaque professeur ou chaque personne a sa manière de faire. Et c'est vrai que pour moi, je suis pas non plus de l'avis justement d'empêcher les étudiants d'utiliser ce type d'outils, mais il reste quand même justement la partie de comment on va faire pour pouvoir évaluer ces personnes. Et en fait, les solutions, elles existaient déjà. En fait, c'est juste qu'il fallait s'y adapter, hein. C'est comme avec le Covid. Donc il y avait Zoom ou d'autres outils de streaming qui existaient. Il y en a d'autres qui se sont créés avec ça, bien sûr. Et donc ça existait déjà en quelque sorte. C'est juste comme par exemple ce qui se passe dans certains cas, c'est en fait faire des évaluations orales. Donc l'étudiant en fait devra réagir et répondre du tac au tac. Et c'est là en fait on va très vite se rendre compte si la personne a fait son travail ou non. Donc les évaluations orales, ça marche toujours bien. Mais bien évidemment, dans des cas où nous sommes avec des classes nombreuses, donc il y a aussi le classique retour au QCM qui, lui, va poser problème. Et l'une des solutions qu'on peut avoir, j'avais testé il y avait encore quelques mois, Kahoot, donc j'avais pris une licence chez eux. Et oui, en fait, on peut créer aussi des questionnaires qui ont seulement qu'un certain temps de réponse pour chaque question. Donc une question, on peut mettre 10 secondes, etc. Donc connaissant ChatGPT, ben, souvent on lui demande quelque chose, il dit oui, bien sûr, et il commence à écrire un pâté. Donc c'est vrai que là, comme par exemple, une évaluation qu'on peut faire, c'est surtout en fait jouer sur le temps, sur la réponse, la latence entre les étudiants. Si on voit qu'ils maîtrisent le sujet, s'ils répondent tout de suite ou non. Donc que ce soit dans les oraux, que ce soit dans les évaluations écrites. Mais après, il faudra voir comment ça va évoluer parce que on sait toujours que la technologie avance beaucoup plus vite que l'aspect moral ou juridique. Et donc, comme par exemple les voitures au tout début, ben, en fait, tout le monde pouvait les conduire, on pouvait avoir un permis en allant je sais pas, aller à la mairie, ensuite on nous donne le permis et maintenant on a pas mal de restrictions. Donc on va voir en fait les extrêmes qui peuvent se faire et quelles sont les limitations qu'on va faire avec les IA. Donc c'était mes 2 centimes. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec vous. Et puis en ayant justement fait de la formation et surtout en postgrad, en master, quoi, il y avait vraiment, moi je trouve, une fainéantise dans l'institution universitaire. Je le dis, plus de temps, du coup j'ai le droit de le dire. Mais vraiment des profs qui avaient genre des cours qui avaient plus de 20 ans, déjà qui étaient outdated, et déjà ça c'est un problème en soi, IA ou pas IA. Et que justement les questions elles étaient justement les mêmes d'année en année. En fait il y avait de la triche. En fait on pouvait juste savoir les questions avant même d'aller, même en oral en fait. Du coup, genre, les gens maintenant s'offusquent pour. Alors, il y a des professeurs qui s'offusquent pour l'IA et des problèmes à ça. Alors, j'étais là, en fait, il y avait des problèmes avant. C'est juste que maintenant, vous avez un gros doigt dessus et un. Comment on appelle ça? Quelqu'un sur qui pointer le doigt. Mais les problèmes, ils étaient déjà là. Vous aviez 20 ans pour refaire vos cours. Après, je dis ça et je dis aussi que ça va en pair avec l'institution qui ne valorise pas, en fait, qui te paye pas pour faire créer un cours, il te paye souvent pour donner un cours. Et ça, c'est un problème aussi qui doit être totalement revu par l'institution académique en général dans le monde, je pense. Mais que chaque cours doit être valorisé pour son temps de préparation, en fait, quoi qu'il arrive, quoi. Mais du coup, en fait, de trouver des questions qui sont même pas capables d'être faites, même en QCM, par une IA, c'est pas très compliqué, surtout dans des niveaux universitaires assez poussés, quoi, en fait. Du coup, voilà, de viser la qualité des questions vers la quantité, je pense que ça prendrait pas énormément beaucoup plus de temps que. Mais il faudrait justement créer des QCM toutes les années. Après, pour la validation et tout ça, je connais que des professeurs de statistiques qui veulent valider leur examen pour savoir qu'ils représentent une courbe de potentiel apprentissage. Ça, c'est une autre histoire, mais je sais que la plupart des profs déjà ne le font pas. Du coup, voilà pour ça. Je pense que ça, c'est clair que ça va taper, mais dans les fondements qui sont pourris de certains éducateurs ou formateurs, quoi, qui sont là depuis longtemps et qui ils sont jamais remis en cause. Du coup, je pense que ça va sûrement faire mal à certaines personnes, mais pour un bien fondamental qui est nécessaire, quoi. Qui est, en fait, ça aurait jamais dû être un problème de base, quoi. Après, j'ai plus peur pour les éducations en dessous, peut-être, pour les éducations primaires ou secondaires, quoi. Là, ouais, là, je suis d'accord, ça devient compliqué de faire des questions qui sont pas répondables par l'IA. Mais après, c'est des petites classes de 20 personnes où les profs sont physiquement souvent avec les élèves, du coup, juste checker qu'ils sont pas là. Le seul problème qu'il y a, c'est quand il y a des aulas de 600 personnes
Et ça, c'est l'université, et c'est là où je pense qu'il y a plutôt moins de problèmes. Mais ouais. D'ailleurs, je voulais vous poser la question en termes d'éthique d'usage. C'est-à-dire, il y aurait une bonne ou une mauvaise façon d'utiliser une IA ou quelles seraient en fait vos recommandations dessus? Bah, dès que tu utilises une IA, pas pour faire ce que j'appelle de l'artisanat, ça commence à te problème. Dès que tu l'utilises pour pallier à ton sens critique, ouais, ça pose un problème, moi. Dès que ça a une opinion. Par exemple, moi, j'avais cette discussion avec un collègue. Moi, j'adore utiliser l'IA pour, genre, bullshitter ce que je dis. Parce que moi, j'écris vraiment textuellement ce que je dis et ce que je pense, mais des fois, je peux pas envoyer un mail professionnel, je peux pas envoyer un mail administratif en langage, j'allais dire de la rue, mais en langage commun. Et moi, ça m'énerve de juste rechanger mon email pour le remettre dans une forme polie. Et du coup, ça, je change juste mon fond avec pardon, ChatGPT, qui je lui dis juste réécris-moi ce mail de manière formelle ou de manière plus formelle, quoi. Et c'est là où pour moi, c'est juste de l'artisanat parce que genre le fond est pareil. Mais par exemple, si genre t'avais un devoir de français où c'est de réécrire littéralement ce texte de la façon de Baudelaire et que tu utilises ChatGPT, là c'est un problème parce que c'est évidemment la même chose, mais là tu l'utilises pas pour réécrire ton fond, mais tu l'utilises pour littéralement pallier à ton sens critique qui est d'apprendre Baudelaire et de recracher du Baudelaire en fait. Et là du coup voilà, tout ce que tu saurais le faire, mais que ça te prend du temps pour le faire et que tu as des choses mieux à faire et plus critiques en fait, ben l'IA est évidemment très utile quoi. Et tout ce qui est l'inverse. En fait, comme tous les services d'automatisation qui sont de la machine électrique au scanner de QR code ou n'importe quoi. Tu peux cliquer refaire un URL de 24 caractères, mais c'est chiant et c'est inutile. Un QR code, c'est utile et c'est rapide. Et c'est la même automatisation et le même principe de genre, tu pourrais le faire, mais c'est chiant de le faire et t'as de meilleures choses moins, je veux dire, genre banales et répétitives à faire. Voilà, ça c'est mon take. Vous en pensez quoi? Ah, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Et cette histoire de mail, alors oui, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, toi aussi, tu as été dans l'académique, mais le nombre de mails qu'on doit écrire, et je me suis rendu compte que je perdais des matinées entières juste à écrire des mails parce que j'écrivais, et après je me rendais compte que la mise en forme n'était pas bien. Après, je passe 30 minutes sur un mail qui devrait me prendre littéralement 2 minutes. Et des fois, en fait, tout ce que je fais, c'est que franchement, comme tu le dis, j'écris juste, après je dis juste à ChatGPT de remettre en forme, et j'envoie, bon je relis bien sûr, mais je veux dire, je suis beaucoup plus tranquille et ça me prend beaucoup moins de temps. Et ça me rappelle aussi, j'avais suivi un workshop en fait sur l'intelligence artificielle, et on avait eu aussi pas mal de questions éthiques, mais l'un des présentateurs qui était venu, qui était vraiment très enthousiaste sur les intelligences artificielles, a dit quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui rejoint en fait ton point, c'est en fait que nous en tant qu'être humain, on peut s'aider de l'intelligence artificielle, mais il faut toujours qu'on soit maître du contenu. Et après, l'intelligence artificielle est là juste pour nous aider en fait pour les tâches qui nous servent enfin, qui sont un peu, on va dire, inutiles pour nous. Et nous, en fait, on doit se concentrer sur ce qu'on doit faire. Comme par exemple, c'est la même chose que pour les frameworks, les librairies, quand on code, etc. En fait, c'est juste pour nous aider. Par exemple, nous, en tant qu'utilisateurs de R ou de Python, à avoir des frameworks comme Shiny, Django, Flask, à pouvoir en fait juste mettre nos modèles à disposition sans avoir besoin d'être en même temps web développeur. Donc il y a toujours, comme tu dis, ces outils qui sont là pour nous aider. Et aussi en tant que, je sais pas, développeur aussi, on voit que, par exemple, moi, vous m'avez entendu un peu casser du sucre sur le dos de GitHub Copilot pour ses propositions un peu trop avenantes et agressives. Quand on maîtrise le code, en fait, on préfère en fait chercher par nous-mêmes. Et typiquement, je n'ai jamais demandé à ChatGPT des trucs sur R ou Python parce que ce sont des langages que je maîtrise assez bien, je vais dire. Et donc, généralement, si à un moment je bloque, je cherche sur Google et je vais pas demander à ChatGPT parce que c'est beaucoup trop d'informations pour rien qui me servent à rien. Et donc oui, comme tu le dis, c'est là pour nous améliorer. Là, on a des problèmes. Mais là, on maîtrise déjà, en fait, la sélection va se faire tout seul, on va pas se dire, ah tiens, je vais travailler dessus. Donc, ouais, de manière générale, c'est là pour nous aider. C'est un outil. Voilà. Exactement. Parfaite transition pour GitHub Copilot et tous les nouveaux clones qui sont sortis ces derniers mois. Je crois qu'il y a genre JetBrains qui en sont sortis. Il y a qui d'autre? Il y a AWS qui ont leur truc. Ah, Il y en a un autre aussi qui a un autre truc ou pas? AWS, c'est cool aussi. Enfin, c'est cool. Je sais ce que vous pensez d'AWS. Mais AWS, c'est un truc open source aussi que tu peux
refitter sur tes propres trucs. En fait, tu peux entraîner ton modèle et après le plugger en fait sur ton VS Code ou tout. Et c'est gratuit techniquement aussi. Du coup, ils sont aussi sur un autre truc, quoi. Je crois que Google va sortir aussi un truc avec leur Gemini et tout, quoi. Enfin, ouais. Non, enfin, pour moi, c'est genre la plus grosse... Ouais, c'est la plus grosse news que j'ai eue cette année. Moi, c'était les copilotes et les clones de copilotes, quoi. Ça a changé ma façon de travailler. Enfin, ça n'a pas vraiment changé ma façon de travailler. Ça... Oui, parce que j'ai dû un petit peu remanier un peu ma façon de travailler pour utiliser mieux ces tools-là. Mais je le disais depuis le début de l'année et depuis même l'année passée, quoi. Genre, ça m'a fait gagner 40% de productivité et 50% de mental health, en fait, parce que genre, je passais pas du temps à faire des trucs qui me font chier et je faisais du temps à faire des trucs qui m'intéressent, quoi. Et là, j'ai un exemple qui m'a fait assez marrer. L'autre jour, j'ai fait un interview. Je vais pas dire la compagnie, mais c'était assez drôle parce que du coup, ils m'ont donné un truc assez compliqué à faire, en fait. Enfin, un truc assez compliqué à comprendre. Un algo. Et du coup, d'abord, je devais expliquer comment résoudre l'algo. Et du coup, genre, juste à l'oral, bah, j'ai fait mon truc, j'ai résolu mon algo. Et techniquement, moi, déjà, ça serait là que ça va finir, en fait. Un algo, ça sert quasiment à rien de le coder ou pire, tu le pseudo-codes, quoi. Et du coup, je résous le truc, et il est là, genre, waouh, ok, c'est cool, t'as compris le truc, t'as fait le truc et tout, quoi. Et j'étais là, mais implémenter, c'est pas compliqué, quoi. Mais du coup, genre, je lui dis, est-ce que je peux le faire en R? Il me dit, ok. Du coup, je commence à faire en R. À un moment, j'oublie presque un truc, quoi. Et puis, je suis là, bon, ouais, je galère. Je suis là, ok, je me rappelle, c'est cette fonction, c'est cette package, et c'est ça qui me fait faire ça et tout. Bam, je le finis. Et après, il me fait, ouais, bon, mais en fait, j'ai encore envie que tu fasses en Python. Du coup, je vais le faire une troisième fois. Et du coup, je me rappelais plus en Python de quel était le truc pour splitter des caractères string dans ce truc, dans cette librairie, dans ce machin. Et je m'en mets les pinceaux et j'étais là, genre, ok, enfin. Et j'étais là, mais j'étais énervé, j'étais là, genre, je l'ai déjà fait à l'oral, physiquement devant toi. J'ai fait une autre fois sur un langage de programmation pour dire, ok, je suis pas. Et là, tu me le redemandes une troisième fois, je veux dire, en fait, qu'est-ce que tu essaies de tester là? Je ne sais plus, en fait, ce que tu veux tester. C'est pas une librairie, c'est pas un langage, c'est pas un algorithme, c'est tout en même temps et c'est rien. Et justement, j'étais vraiment vénère et frustré. J'étais là, genre, ouais, qu'est-ce que vraiment vous voulez, en fait, savoir, en fait. Si c'était l'algorithmie, c'était déjà fait, quoi. Et une fois que j'avais fait l'algorithmie, évidemment, j'avais qu'à, genre, copier-paster ça en steps dans un éditeur avec Copilot et il me le faisait et j'aurais fait la même chose et c'était pas compliqué. Mais ouais, je me demande vraiment, ouais, comment on va juger les développeurs, en fait. Parce que voilà, en tout cas en data science et dans le truc, on n'est pas vraiment des développeurs en statistique, on est des scientifiques qui savent à peu près faire du code. Et même là, on nous demande des niveaux aussi quand même assez hauts, quoi. Fabrice, toi qui es quand même vachement dans le métier, à quel point tu as l'impression que vraiment, par exemple, l'algorithmie, les concepts de programmation orientés, enfin tous ces concepts qui sont vraiment assez hauts et qui sont les plus difficiles à comprendre, sont évalués par rapport à juste tu connais par cœur des trucs. En fait, c'est justement comme tu as dit. En fait, ce qui nous intéresse, bon, en tout cas, après avoir vu plein de langages, plein de concepts, etc., ben ouais, c'est juste les concepts qui nous intéressent principalement. Donc, ouais, maintenant, la plupart des compagnies, c'est vrai que certaines compagnies, justement, ils ont retiré le truc de tester, comme par exemple les capacités ou les compétences du développeur à écrire un programme. Bon, ça arrive aussi. Aujourd'hui, encore, au niveau de l'algorithmie aussi, je sais qu'il y a certaines compagnies qui ont laissé ça, mais il y en a aussi certaines qui restent quand même old school et qui restent aussi sur ce domaine. Donc, à ce niveau-là, je connais pas vraiment parce que chaque entreprise vraiment a sa politique, a sa façon de faire les choses. Donc, j'ai envie de dire chacun, on va dire, son cheval. C'est comme c'est dans la même situation que les professeurs, on va dire. Comment on va faire pour évaluer ça? Ouais. Je suis vraiment content aussi de voir la plupart de ces outils qui arrivent parce que je pense que dans l'avenir du développement, ben, on aura de plus en plus d'outils assistés par les IA. Comme l'autre jour, je me rends compte que moi, j'oublie souvent en fait d'envoyer des pièces jointes. Ça m'arrive assez souvent sur Outlook. Mais lorsque je suis sur Google, Gmail, quoi, ben, et que j'écris, oui, je vous envoie en pièce jointe tel document et que j'appuie sur envoyer, il va m'arrêter en disant, ouais, vous avez dit que vous allez envoyer une pièce jointe, mais on la voit pas. Je me dis, ah, ça c'est pas mal. Donc, ils ont pensé à des gens comme moi, donc c'est cool. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que l'une des choses qu'on va voir, parce que comme Vincent et toi aussi, David, vous avez dit, donc finalement, la personne qui doit agir, ben, c'est nous. Les IA vont être des assistants, ils vont nous aider à automatiser les choses, à gagner du temps, à faire des choses qu'on sait déjà faire, mais plus rapidement et plus efficacement. Donc,
que l'on apprenne des choses avec une IA, ben, c'est nous qui apprenons, hein. Donc, c'est nous qui devons retenir à la fin. Qu'on construise quelque chose avec une IA, ben, c'est nous qui construisons aussi. Donc, franchement, je dois vous avouer que moi, en tant que dev, bon, après, je sais qu'il n'y a pas tous les devs qui sont pareils, hein. Donc, pour moi, l'idéal à la fin de ma carrière, ce serait plutôt de pouvoir recevoir un projet, travailler sur les spécifications, travailler sur les concepts, travailler sur les choses que j'aimerais avoir sur le projet, et ensuite juste l'envoyer à une machine qui va l'écrire d'elle-même. Donc, pour moi, ce serait juste parfait. Parce que je me rends compte de plus en plus, en tout cas, ce que je dis parfois dans les vidéos, c'est que on arrive à un certain niveau où en fait, ce n'est uniquement le code, mais en fait, tout se joue aussi sur notre façon de penser. On va pas dire qu'on est encore au niveau des idéologies ou des partis politiques. Bon, si, on est quand même un peu dedans. Mais c'est-à-dire, c'est finalement plus comment je pense et comment, en fait, je suis capable de pouvoir l'exprimer avec mon code, ou à quel point le langage est expressif, ou le système me permet de pouvoir, en fait, préciser, spécifier ça. Donc, on est vraiment là-dessus. Et donc, la machine, ben, si elle fait le travail, elle automatise, etc., ben, c'est cool. Donc, j'ai hâte d'avoir 250 logiciels avec des IA dedans. Ouais, pour finir la partie IA, ce qui nous a déjà pris beaucoup de temps évidemment, mais qui est, je pense, la partie la plus intéressante de cette année. Toi justement, tu as parlé de Bing, en fait, du coup Vestin, qui est le nouveau contender, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'autres contenders maintenant, et enfin, ça fait un moment que je m'intéresse à ça et que je suis toujours ouvert. Je sais pas si vous voulez parler des différents contenders, des différents aspects, des différents trucs. Bon, il y a Gemini qui débarque avec Google qui a l'air de faire des grosses claques. Il y a Llama 2 en termes de portabilité et en termes d'open source. T'as Mistral, je sais pas si vous avez entendu, les petits Frenchies là qui sont tout déchiquetés. Non, t'es pas dessus, Fabrice? Moi, j'ai entendu. Ouais, non, j'ai vu ça. Mais ça, c'est fou furieux, quoi. C'est genre une boîte de Français. Ils étaient chez OpenAI, justement. Ils sont partis d'OpenAI et ils ont créé la version française, quoi, qui s'appelle Mistral. Et là, ils ont sorti leur truc, mais genre en soum, sans faire de pub, sans rien. Ils ont envoyé un torrent, enfin un tweet avec un torrent à leur modèle, sans pub, sans billet de blog, sans rien, quoi. Leur modèle, il avait c'était quoi? 70 millions? 7 milliards, pardon. Alors que je crois que ChatGPT, si je dis rien, on est à 46 milliards, presque 7 fois moins grand que ChatGPT. Et là, il est on pair, si ce n'est mieux que lui. Du coup, c'est leur version small à Mistral. Ça veut dire que on peut-être... Non, ils ont sorti une medium, je crois, et qu'ils vont sortir une large. Ça veut dire que en 2 ans, ils ont déjà genre rattrapé leur retard et en même temps ils vont sortir des trucs qui paraissent mieux, quoi. Et ouais, ça a l'air super intéressant. En plus, il me semble que c'est open source Mistral, donc ceux Exactement. qui changent complètement de... Non. C'est open parameter. Enfin, c'est ça qui était super intéressant que j'ai découvert en fait. C'est qu'en fait t'as jamais le code en fait, évidemment. Du coup, c'est pas open source, c'est qu'ils donnent leurs paramètres en fait. Ça veut dire qu'on peut jouer avec, on peut fine-tuner, oui, c'est cool, mais on ne sait toujours pas pourquoi ils sont meilleurs et comment ils ont fait. Parce que c'est pas open source et parce que c'est quand même ça leur thune et c'est comme ça, ils veulent pas te donner tout leur travail, évidemment. Ça, on est d'accord. Mais là, tu peux l'avoir, le fine-tuner, l'améliorer et faire jouer la communauté. Ce qui est pas véritable pour GPT ou Gemini ou d'autres trucs, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un game changer. Donc, avoir ce genre de modèle maintenant, ça va juste permettre en fait à beaucoup de gens de pouvoir être en compétition contre OpenAI, parce que je me souvenais aussi que ceux qui n'arrêtaient pas de dire, c'est que ouais, non, mais nous on a des modèles, d'accord, ils sont payants, etc. Et il y a plein de gens qui s'essayent à faire des modèles open source entre guillemets, mais ouverts et gratuits, mais ils n'arriveront jamais à nous battre. Et ils n'arrêtaient pas de répéter ça. Et bon, maintenant Mistral est là pour un peu challenger en fait ce discours. Et je trouve ça assez intéressant. Enfin, pour nous tous, je pense qu'ils sommes vraiment fans de l'open source. Je pense que des projets comme Mistral sont quand même une importance assez véritable. Ah oui, non, ça va faire un boom monstrueux, quoi. Et surtout qu'il est multimodal en plus maintenant, Mistral. Ok. Wow. Ouais, je vous invite à regarder la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois qu'on va faire un podcast, je pense qu'il va y avoir une grosse bombe d'informations Mistral. Je parie. Oui, je suis assez content parce que c'est vrai que pour un début, je pensais que l'usage des IA allait être vraiment privé au tout début et en fait, privatisé plutôt.
et donc sur un marché payant, mais maintenant on voit que l'IA a quand même été donnée, on va dire, à l'humanité, donc de façon gratuite que ce qu'on le pensait. Notamment, même lorsqu'on voit le langage Mojo, qui est là pour construire plus facilement des IA, on se rend compte qu'il y a quand même des solutions et des alternatives qui sont gratuites, quoi. Et après, il faudra juste voir justement comment on peut manipuler ces solutions, comment les intégrer, comment on peut en fait les exploiter pour notre vie de tous les jours. Parce que je dois quand même vous avouer, si on regarde le modèle Llama 2, notamment, le modèle fait quand même des gigas. On va dire, c'est pas rien du tout. Donc, heureusement, la plupart des machines aujourd'hui ont quand même pas mal de place dans leur réseau, mais même rien que pour entraîner un système, on utiliserait plutôt des technologies comme le cloud, ou des choses dans le genre. Donc, c'est à voir justement comment ceci va continuer à s'intégrer dans la vie de tous les jours. Ouais, mais là, c'est pas l'idée d'entraîner. Là, c'est des modèles qui sont déjà entraînés, que tu utilises et que tu fine-tunes. On est d'accord? Genre en lama, c'est ça l'idée. Mais c'est fou furieux quand même que, genre, tu peux en avoir, je crois qu'il y a 4 gigas maintenant, lama, le smallest, quoi. Oui. J'ai tenté sur mon PC, je peux rainer un serveur en port 80 avec mon propre lama, avec mon propre prompt, je peux juste genre lui faire taper des questions gratuitement sur mon PC ou sur mon serveur. Genre j'ai cette puissance dans les mains. Enfin, c'était l'histoire de genre justement, enfin. Quand on disait que genre notre téléphone maintenant il a la puissance d'un ordinateur des années 60 ou des trucs comme ça. Il y a 10 ans, oui. Mais là c'est genre non, c'est que genre là dans la main j'ai de la puissance de ChatGPT 3 dans un smartphone ou enfin que tu peux développer sans aucune connaissance même d'IA en fait. Par rapport à ce que tu disais, en tout cas, c'est sûr que finalement, l'IA devient un outil qui est de plus en plus nécessaire finalement pour ça, surtout j'imagine, pour nos types de métiers. Si tu es pas à jour, on va dire, sur encore plus par rapport à ce genre d'outils dans nos métiers, genre tu seras un peu plus laissé en arrière. Et je pense que c'est aussi par rapport à est-ce qu'on doit utiliser des IA ou pas, il y a aussi finalement cette implication. On se dit qu'on a de plus en plus d'outils, de plus en plus puissants, qui nous permettent de faire de plus en plus de choses, mais du coup on va laisser des gens potentiellement en arrière, quoi. On va devenir beaucoup plus compétitif que d'autres personnes. Et je pense qu'il y a aussi le petit... finalement, ça aussi, je pense que si jamais il y avait une question morale par rapport à ça, je pense que ça il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, de se dire, est-ce que l'on peut, par nous-mêmes, finalement, automatiser et faire le travail qu'aurait pu faire un certain nombre de personnes, peut-être. Et sinon, par rapport à, genre, l'IA de partout, ouais, c'était ça ta question. Des fois, j'aime bien, mais des fois, j'en ai un petit peu marre qu'il y ait des choses que je comprenne pas exactement ce qui se passe derrière, finalement, qu'on mette de l'IA un peu partout, et que les choses, vu que c'est des boîtes noires, deviennent un peu imprévisibles, on va dire. Dans le sens où on sait pas exactement ce qui se passe, tu sais pas exactement je sais pas moi, des fois, on fait un exemple tout bête, des fois ton calendrier qui essaie de te prédire, on va dire, quand est-ce que tu vas faire telle ou telle réunion, et du coup, tu sais pas exactement ce qui se passe, et peut-être c'est juste moi qui aime bien contrôler, mais je sais pas, ça devient un peu imprévisible. Et moi, est-ce que je peux faire l'avocat du diable contre toi, André? C'est même pas parce que moi, je pense, mais je vois ça aussi parce que y a des gens qui disent, ouais, ça me frustre que je comprenne pas. Après, je suis là, en fait, il y avait des modèles avant qui étaient prévisibles, enfin, des trucs pas compliqués de stats, ou un peu compliqués de stats, mais que même moi, avec mon background, je suis pas sûr que je les comprends tous et que j'aurais vraiment du mal à les comprendre, quoi. À ce moment-là, on leur crachait même pas dessus. Alors que la plupart des gens, en fait, du jour au lendemain, voilà, le truc par exemple de tout con de dire genre si t'as envoyé ou pas un document en attaché, bon là c'est assez simple de s'imaginer comme ils l'ont codé ou pas. Mais ce que je veux dire c'est que la plupart des personnes ne comprenaient déjà plus l'ordi, ne comprenaient plus la tech, ne comprenaient plus... Enfin, c'est devenu tellement spécialisé que la plupart des gens ne comprenaient pas. Du coup, je comprends que nous, entre nous, on dit ça, mais que ça nous énerve ou que c'est dangereux ou que ça fait peur en fait d'avoir des black box. Mais quand il y a des gens qui de toute façon ne comprendraient pas, ça me fait un peu bizarre parce que c'est juste ils s'entendent répéter aussi. Du coup c'était ça que je voulais faire l'avocat du diable, c'est genre est-ce que c'est vraiment que toi tu comprends pas et que t'as vraiment toujours envie de tout prendre parce que t'es comme ça et que c'est ton truc et puis que t'es en stat et que t'es en biostat, ou est-ce que c'est aussi le truc que pas les médias ou pas ou ce qu'on entend que genre ah c'est dangereux de pas comprendre. Moi j'aime bien poser cette question-là parce que moi-même j'ai pas la réponse en fait. Oui, parce que en tant que tel, sans aller trop dans le domaine de la tech, on peut en fait aller dans le domaine du quotidien parce que je dois vous dire je suis pas mécanicien, donc je sais pas vraiment comment fonctionne le moteur de ma voiture, mais même si je comprends pas, ça me dérange pas trop d'utiliser. Ou même
un point un peu plus éthique, c'est en fait on sait pas vraiment exactement ce qu'on mange ou ce que on prend lorsque on est dans un magasin. Bon, ils nous mettent la notice et tout, mais nous-mêmes on n'a aucune idée de ce qui se fait en arrière-plan. Donc je dirais que la crainte de là où elle viendrait, c'est finalement on ne sait pas encore tout ce que ces IA sont capables de faire. Je pense qu'au bout d'un moment, lorsqu'on aura rencontré, je pense, une sorte de limite par rapport à ChatGPT comme on l'a vu récemment, en fait ça devient moins effrayant tout d'un coup. Mais c'est juste que voilà, je dis souvent, les gens d'abord ils ressentent, ils parlent avec leurs émotions, ensuite après ils justifient avec on va dire une sorte de raisonnement. Moi-même je fais ça, hein, je veux dire parfois je mets snooze sur le truc en disant ouais mais parce que j'ai besoin de plus de repos, mais j'ai juste la flemme. Donc c'est mon avis sur ce point. Mais pour refaire l'avocat du diable, non, comment je dirais ça? Non, attendez, je reviens avec mon plan. L'horreur du diable. Ouais, non, je sais plus. Ouais, je saurais pas comment le dire. Peut-être ChatGPT, il saurait. Mais du coup, ouais, ça veut dire que pour moi, je suis aussi d'accord que finalement, ces IA potentiellement devenir dangereuse. Bon, dans le sens en fait que ce sera de toute façon un humain qui va être derrière tout ça. C'est pour moi l'élément le plus imprévisible ici, c'est les êtres humains. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a créé un couteau peut-être pour couper du bois, il y en a qui s'en servent pour s'attaquer les uns les autres. Donc je dirais que c'est plutôt le facteur humain qui, pour moi, est encore imprévisible. Ouais, enfin, tu prenais l'exemple du couteau et bon, j'ai pas envie de partir nécessairement dans cette direction-là, mais je pense que à l'époque, finalement, les couteaux, c'était un outil qui existait. Finalement, tu pouvais pas nécessairement faire beaucoup de dégâts avec ton couteau. Maintenant, les outils que l'on a développés, si on prend l'exemple du couteau, ça pourrait être des outils de destruction massive. Et s'imaginer que finalement, chaque personne puisse avoir accès à une IA ou créer une IA par eux-mêmes, qui puissent avoir des conséquences dont les proportions sont beaucoup plus grandes. Peut-être ça la question de se dire... Enfin, on a accès à des outils qui sont de plus en plus puissants et c'est pas prêt de s'arrêter, finalement. Peut-être ça la partie qui fait un peu peur, je pense aussi aux gens. Non, totalement d'accord. C'est pour ça que je parlais de l'aspect des législations, justement. Comme on pourrait dire, peut-être qu'aujourd'hui, il faudra avoir un permis pour avoir une IA, qui sait. Et d'ailleurs, il y a tout un domaine de la philo qui est AI Safety, qui est vraiment trop cool. Enfin, c'est à la cheval avec les maths, la philo et la computer science, que c'est des types et des gens. Eux-mêmes, leur but, c'est de réussir à solve, en fait, le problème de l'IA générale avant qu'on la crée, quoi. Enfin, à solve les problèmes que ça va créer avant même qu'on la crée. Et je trouve ça tellement méta et tellement ouf. Au début, je comprenais même pas. J'étais là, bon, c'est sûrement 2-3 glandeurs qui parlent tout avec un crâne de Shakespeare et qui font n'importe quoi. Mais non, ils ont vraiment, toute une méthodologie, un code éthique, moral par rapport à comment réussir à faire ça et qu'est-ce qu'on peut faire ça et tout ça. Et je pense que c'est eux les gens les plus importants de ce siècle, quoi. C'est soit ils réussissent soit non. Ça c'est foutu. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez les 3 lois de Asimov. Voilà, par exemple, ouais. Ouais, exactement. Ce gars-là, c'était vraiment un visionnaire dessus. Et j'avais aussi pensé que ça pourrait être intéressant d'avoir un champ de l'IA où en fait on serait capable de pouvoir encoder encoder finalement de l'éthique ou de la morale dans une IA. Parce que bon, je sais pas en fait, comme par exemple pour l'équipe de OpenAI, comment ils ont fait pour dire ah non, on peut pas vous montrer comment faire la formule d'une bombe nucléaire, mais ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose là-dedans. Parce que, je vais vous avouer, je suis pas vraiment un fan pour construire des IA, mais cette partie-là serait très intéressante pour moi. C'est le but de l'IA générale, en fait, fonctionnellement, en fait. C'est si tu crées la morale, beaucoup de gens appelleraient que tu as créé l'IA générale, en fait, tu vois. Et de créer des bouts de morale, ça veut dire quand tu as fait du rule-base, en fait, tu as fait un truc un peu con qu'ils ont fait avec des prompts, en fait, pour essayer de limiter une IA avec des règles morales que toi-même tu as fixées. Mais si tu arrives à créer une IA qui a sa propre morale, beaucoup de gens et beaucoup de philosophes diraient que tu as créé une entité quasi humaine ou une IA générale. Donc ça, c'est la course pour beaucoup de gens, en fait. Enfin, c'est la couronne de l'IA, en fait, pour beaucoup de gens. Mais c'est tout le problème, en fait. Par exemple, nous, en neurosciences, on avait tout ce qui était l'émotion et l'affect, on va dire, qui peuvent être vus comme des parties de morale ou qui sont nécessaires à avoir de la morale. Si t'as pas d'affect, la morale ne sert un peu à rien, puisque toutes tes conséquences n'ont pas d'affect sur toi, du coup, tu n'as pas de morale, quoi. Et par exemple, là, les IA sont à des années lumière d'être là ou d'être présent là-dessus, quoi, en fait, pour l'instant, quoi. Il y a beaucoup de boulot qui est fait dessus en neurosciences pour essayer de comprendre, enfin, on essaie de comprendre d'un point de vue mathématique et neurophysiologique
les émotions. Techniquement, si on fait ça, après, on pourrait l'implémenter dans l'IA, mais on n'a pas ça, quoi. Du coup, on peut pas faire ça. Par exemple, on a compris ce que c'était la vision, du coup, on peut faire des computer vision. On a compris ce que c'était l'attention, on a pu faire de l'attention. On a compris ce que c'est le langage, on peut faire du langage. Mais on n'a pas compris ce que c'est l'émotion et l'affect. On peut pas faire de morale et d'IA générale, quoi. Et c'est sur ces beaux mots qu'on va s'arrêter. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, nous vous remercions pour votre intérêt. Je tiens encore à vous rappeler qu'on a du contenu sur la science des données et la science informatique, et aussi que si vous avez aimé cette vidéo, que vous pouvez la liker et la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, je suis sûr que notre contenu pourra vous intéresser. Naturellement, on a dit pas mal de choses intéressantes et peut-être moins intéressantes, donc n'hésitez pas à mettre votre avis et vos commentaires en description. Mais pour aujourd'hui, ce sera à peu près tout. Donc, portez-vous bien et à bientôt.